Voilà, voilà, voilà. Bonjour à tous. Alors, Ah, oui, oui, oui. désolé. Bonsoir à tous. Nous sommes le 2 avril et il est très précisément 20 heures. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon appétit si vous êtes à table. Et sans plus tarder, nous allons démarrer cette soirée de l'Alliance Éco numéro 58 par le cours de l'or, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que donne le cours de l'or aujourd'hui? Voyons voir. Eh bien, il y a 2 semaines, ce cours de l'or était à 4 261,67 €. Aujourd'hui, 4 736, c'est-à-dire 474 € de plus, donc presque 10% d'augmentation, et un peu plus même, 11,14% d'augmentation. Donc l'or est en train de doucement de se remettre de sa descente aux enfers du début du mois de mars. Voilà, voilà, voilà. Alors, quel est le sujet que nous allons aborder ce soir? Mais avant cela, je vais regarder dans les commentaires. Est-ce que vous m'entendez correctement? Merci, JC l'optimiste, on ne se lasse pas du classique, moi non plus. Donc nous sommes le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril ce soir, je vous jure, mais la musique c'est l'entrée de la Reine de Saba par Georg Friedrich Handel, donc c'est un très belle ouverture et que j'adore. Bon, enfin ceci étant, le son est ok, c'est parfait, impeccable. Eh bien, dans ce cas-là, continuons et nous abordons le sujet du jour. Et ce sujet du jour, c'est quoi? Eh bien, l'or a connu sa plus forte chute en 46 ans, oui, oui. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on doit avoir peur de ce qui s'est passé? Donc, l'intention que j'ai ce soir, c'est de vous expliquer ce qui s'est passé en coulisses. Enfin, c'est une façon de le dire, parce que c'est évidemment, tout le monde sait ce qui s'est passé, mais quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, et donc aussi quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer de cette passe d'armes, je dirais, qui s'est passée à partir du 28 janvier au départ, et puis du 28 février. Ensuite, la flèche rouge que vous avez sur votre écran ici, eh bien, la pointe ici, c'est le 28 février 2026. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le plus grand choc géopolitique depuis 1973, puisque 1973, c'était quoi? C'était le premier choc pétrolier, à savoir les pays organisation du pétrole, l'OPEP, donc, a augmenté brutalement le prix du pétrole et ça a créé un énorme problème dans le monde occidental, qui est évidemment un consommateur gigantesque d'énergie. Et donc, opération Epic Fury, lancée par les Américains et les Israéliens le 28 février 2026, a démarré cet énorme choc géopolitique et dont nous allons analyser aussi les conséquences, évidemment, ce soir. La guerre en Iran, c'est quoi? La guerre en Iran, c'est d'abord la destruction des capacités militaires, enfin plus ou moins la destruction des capacités militaires, en tout cas nucléaires et certainement les capacités de missiles balistiques de l'Iran, mais c'est aussi évidemment la destruction d'infrastructures pétrolières et gazières tout le long de la mer Rouge, là. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui a énormément d'impact. Non, c'est pas la mer Rouge, excusez-moi, c'est, je ne sais plus comment s'appelle cette mer, enfin, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Eh bien, ça a évidemment des conséquences géopolitiques énormes. Là, le détroit d'Ormuz a été miné par les Iraniens, donc ça a été, il n'y a plus moyen, les bateaux ne peuvent plus passer sauf par un couloir de navigation extrêmement réduit. Et donc, sachez que normalement, chaque jour, il y a à peu près 138 pétroliers, donc gigantesques navires, 250 000 barils, donc c'est 250 000 barils, c'est un nombre impressionnant de litres, plusieurs millions de litres de pétrole qui passent par ce détroit, lequel détroit, vous le voyez ici, ici et là-bas.
voilà, ou encore mieux ici, vous voyez ma flèche qui tourne là, eh bien, ce canal est fait exactement 32 km de largeur, mais en réalité, il n'y a que 8 km de largeur navigable pour ces pétroliers. Donc c'est très très facilement, on peut bloquer ça très facilement. Donc normalement, il y a 138 pétroliers qui passent par ce détroit d'Ormuz tous les jours dans le sens vers l'océan Indien, donc vers la droite de l'écran. Et aujourd'hui, ce n'est plus que 1 ou 2 par jour qui peuvent passer. Donc vous vous rendez bien compte que ça crée un choc pétrolier, un choc de manque d'approvisionnement énergétique dans le monde absolument colossal, puisque ces 138 bateaux tous les jours, eh bien, ça représente 20%, un peu plus de 20% de l'énergie consommée mondialement. Alors, ça, c'est évidemment la première conséquence de cette guerre, mais la deuxième conséquence est évidemment le prix du pétrole. Alors, il faut savoir que le pétrole et le gaz, ça s'achète en dollars, et qu'est-ce que vous voyez sur cet écran? Eh bien, vous voyez que jusqu'au 27 février, les 4 courbes se rejoignaient à peu près, c'est-à-dire le courbe du pétrole, enfin du gaz, le pétrole de Oman, le gaz de Dubaï et l'Europe, et puis évidemment le WTI qui est le prix de référence américain, si vous voulez, World Trading Index. Bon, et donc vous voyez le WTI, c'est ici ce qu'il y a vers le plus bas. Autrement dit, l'impact sur les États-Unis est notable, mais pas autant que chez nous, et certainement pas aussi notable qu'en Asie, puisqu'il faut savoir que sur ces 20% de pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz, eh bien, à peu près 90 à 95% de ces pétroliers se dirigent vers l'Asie, c'est-à-dire vers l'Australie, vers l'Indonésie, vers la Chine et le Japon. Enfin, toute l'Asie est approvisionnée par ces pétroliers. Et donc, vous comprenez bien que si ces prix-là ont flambé, comme vous le voyez ici, si ça c'est le prix américain, eh bien ça c'est le prix chinois, dirons-nous, vous comprenez bien que ça crée un choc énergétique énorme dans les pays industrialisés. Et là où ça fait le plus mal, c'est là où il y a énormément d'entreprises, parce que ce qui consomme le plus d'énergie, c'est évidemment les entreprises, bien plus que les ménages de la population, ou la population. Donc c'est très 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 important comme choc qui a lieu ici à partir donc du 27-28 février. Et vous voyez que les courbes ne font que s'éloigner les unes des autres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, pour tous les pays du monde, l'approvisionnement en énergie devient un véritable casse-tête chinois, c'est le cas de le dire. En Australie, les premières pénuries ont déjà eu lieu, donc maintenant on est rationné au niveau de son carburant. En Chine, au Japon, ça commence. Donc, il commence à y avoir des conséquences tout à fait importantes. Et ici, en Europe, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça va venir. Je peux vous garantir que si la guerre continue, si le détroit d'Ormuz continue à être fermé, eh bien, il va y avoir du rationnement, d'autant plus que les réserves européennes d'énergie, c'est-à-dire de pétrole et de gaz, eh bien, ce ne sont qu'à 20% de leur potentiel. Donc vous comprenez bien qu'on est très très mal barré en ce qui concerne ceci. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé automatiquement? Eh bien, c'est que le prix de l'or s'est effondré. Pourquoi? Tout simplement parce que, je vais expliquer pourquoi. Après, je vais simplement situer certains faits maintenant. 90% du pétrole et 98% du gaz est importé en Turquie. Donc la Turquie est un importateur net d'énergie. Total, ils ont très très peu de sources d'énergie chez eux. Et donc, par conséquent, M. Erdogan, le président de la Turquie, a été forcé de vendre de l'or, alors que la Turquie, depuis des années et des années, est un acheteur net d'or très très important, en même temps que la Pologne, parce que la Turquie veut absolument faire partie des BRICS, et c'est très très bien qu'une des règles pour rentrer dans les BRICS, c'est de se constituer des réserves d'or. Bien, malgré tout, le pauvre monsieur Erdogan
est confronté à un double problème. Le premier, c'est que la lire turque est très très mal en point. L'inflation en Turquie est de 37%, ce qui est invraisemblable. Il y a en fait il y a un double circuit financier en Turquie qui fait que l'État ne se plante pas trop, mais par contre la population trinque énormément. Donc 37% d'inflation. Si la Turquie qui doit importer son énergie et les payer en dollars a donc besoin d'énormément de dollars, et si ils ne font rien, eh bien, c'est clair que l'inflation va monter à 100% en moins de temps qu'il faut pour le dire, et là, il a une révolution sur les mains. Donc, il ne pouvait pas laisser partir la lire turque. Il doit acheter son pétrole très 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 cher maintenant, puisque l'augmentation du prix du pétrole, c'est à peu près 45%, enfin c'est un peu moins, c'est 38% pour le pétrole, mais 45% pour le gaz. Et donc, par conséquent, tout ça se paye en dollars. Il a donc été forcé de vendre 60 tonnes d'or, soit 8 milliards de dollars, pour acheter de l'énergie, et ce, en 2 semaines seulement. 2 semaines qui ont, c'était à peu près 5 jours après le début de la guerre, il a pigé que ça n'allait plus, et donc en 2 semaines de temps, il a dû vendre 60 tonnes d'or. Vous comprenez bien que quand le marché doit tout d'un coup absorber 60 tonnes vendues, ben, ça fait une offre explosive, donc du coup le prix de l'or s'est mis à baisser. Mais parallèlement à la Turquie qui a vendu, il y a d'autres pays très très importants qui ont contribué énormément à la hausse du prix de l'or depuis plusieurs années. C'est la Pologne. La Pologne a été un acheteur d'or très important, puisqu'en 2025, par exemple, la Pologne achetait 141 tonnes d'or. Son objectif à long terme, c'est d'avoir 700 tonnes d'or. Eh bien, la Pologne a annoncé qu'elle envisageait de vendre quelques dizaines, voire centaines de tonnes pour financer sa défense, puisque avec le gouvernement polonais qui est extrêmement encore et toujours assez fort deep state, eh bien, elle prévoit une possible guerre avec la Russie, donc il faut absolument augmenter ses dépenses de défense. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ben, la Pologne arrête d'acheter de l'or aujourd'hui, et donc ça aussi, c'est un manque à gagner sur le marché qui est assez important, parce que 141 tonnes, ça fait quand même 141 tonnes aujourd'hui, c'est à peu près 137 milliards de dollars qui ne sont plus utilisés, enfin qui n'arrivent pas dans le marché de l'or. Voilà. La Russie, elle aussi, a financé une partie de ses dépenses pour la guerre ukrainienne ou son opération spéciale en Ukraine, et a vendu pour à peu près 2,4 milliards de dollars en or sur les 2 dernières années, mais surtout vient de sortir une législation qui fait que il n'y a plus 1 gramme d'or qui peut sortir de la Russie à partir du 1er avril 2026, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Et je signale que la Russie est un très 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 gros producteur d'or, donc c'est une production qui ne va plus arriver sur le marché. Ça, c'est bien pour nous, parce que quand l'offre diminue, ben, normalement le prix monte, mais il n'empêche que c'est quand même pas nécessairement une très très bonne nouvelle, d'autant que la Russie n'a jamais été un énorme exportateur d'or. Alors, 2 autres pays super importants, à savoir la Chine et l'Inde, annoncent tous les deux leur suspension de leurs achats d'or. L'Inde a été, depuis 3 ans, le plus gros acheteur d'or avec la Chine. Donc là aussi, au total, ça fait à peu près 400 tonnes d'achat sur 850 tonnes qui étaient prévues à l'achat cette année-ci, en 2006. Eh bien, ces 400 tonnes ne sont pas achetées ou vont être retardées en termes d'achat, retardées en termes de durée, bien évidemment, de délai. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait plonger, évidemment, le cours de l'or, en plus du fait que, eh bien, il y a eu d'autres phénomènes qui ont contribué à cette gigantesque baisse de l'or. Alors, il faut comprendre une chose,
c'est que quand l'énergie qui aujourd'hui est encore très 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 majoritairement payée en dollars, quand cette énergie est en hausse, le prix de l'énergie est en hausse, quand le dollar est en hausse aussi, parce que évidemment quand on manque de l'énergie, qu'il faut payer de plus en plus de dollars pour avoir du pétrole, ben la demande de dollars augmente, donc le prix du dollar, la valeur du dollar augmente aussi, et qu'en plus de ça, des banques centrales vendent ou suspendent les achats, ben, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Une baisse catastrophique de 46%, de plusieurs pourcents, on va voir exactement combien, entre le 28 février et le 23 mars de cette année-ci. Donc voilà un peu la raison pour laquelle vous voyez cette baisse de l'or. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment ont réagi les marchés. Donc, d'abord, commençons par des chiffres. Le 28 février, l'or atteint en dollars, exprimé en dollars, son point le plus haut, 5 483,46 dollars par once. Et puis, il y a une chute énorme qui s'est faite ici. On se souvient de cela. Ça s'est passé du 28 février. Pardon, ici je me suis trompé. C'est 29 janvier que j'aurais dû marquer. Excusez-moi, c'est pas 28 février, c'est 29 janvier. Eh bien, il y a eu une énorme prise de bénéfices, donc le cours d'or a chuté, mais a remonté en moins d'un mois exactement à peu près aux mêmes hauteurs, c'est-à-dire 5 380,94 dollars l'once. Et puis, il y a eu une chute du 1er mars relativement modérée jusqu'à une semaine plus tard. Et là, il y a eu la première vente d'or de la Turquie, qui a liquidé à peu près 40 tonnes d'or. Eh bien, ça a instantanément coulé le prix de l'or. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut savoir que beaucoup de mouvements dans les marchés des matières premières, de l'or, de l'argent, etc., sont contrôlés aujourd'hui par des robots, donc des algorithmes informatiques qui scannent le marché mondial. Et quand ils voient qu'il y a énormément de ventes, ils se disent ah là, la panique, et ils se mettent à vendre aussi. Et du coup, ça a créé une dégringolade phénoménale de 18,28% entre le plus haut du 1er mars et le 23 mars. C'est donc une dégringolade de 18,28% qu'on a connue en 23 jours exactement. Et en ce qui concerne l'argent, eh bien, vous voyez, c'était 29 janvier que j'aurais dû marquer alors, je suis vraiment désolé de mon erreur. Eh bien, en 29 janvier, même type de topo, on était à 117,59 dollars l'once, prise de bénéfice qui a été très vite compensée puisqu'on est revenu à 98,75 dollars l'once le 1er mars, et le 23 mars, eh bien, l'argent s'est retrouvé à 67,82 dollars l'once, soit une chute de 31,32%. Ce qui est très très important. Et maintenant, on verra que l'or et l'argent sont en train de doucement remonter la pente. Voilà. Donc ça, c'est pour les faits. Alors, la réaction du marché, évidemment, certainement entre le 1er mars et on va dire le 10 mars, ça a été ah là là, c'est pas possible, au secours, qu'est-ce qui se passe, c'est atroce. Et donc, quelle a été la logique intellectuelle du marché qui ne réfléchit pas, qui réfléchit qu'à court terme? Et je regrette de le dire, j'ai eu énormément d'appels de personnes qui ont vu chuter le prix de l'or, enfin quand je dis énormément, très honnêtement par rapport à toutes les personnes avec qui je suis en contact, je dirais quoi, 5% à peu près, 4-5%, donc c'est pas vraiment énormément, mais enfin il y a quand même des gens qui ont beaucoup paniqué parce que l'or allait descendre et ils se pensaient ruinés. Alors première réponse à ça, tant que vous ne vendez pas, vous n'avez rien perdu. Hein, soyons clairs, si vous possédez de l'or ou de l'argent physique, évidemment de l'or papier, ça c'est une autre paire de manches, je n'en parle pas parce que voilà. Alors, quelqu'un dit c'est vrai que le problème de l'or ne concerne pas les retraités qui ont des petits revenus. Ben, c'est pas tout à fait vrai parce que je ne sais pas, je ne connais pas le nom de la personne, donc Mamimi Gigi là, c'est pas tout à fait vrai parce que il y a des retraités
qui achètent de l'or à raison de 30 euros par mois. C'est tout à fait possible. Donc, c'est tout à fait accessible pour les petits revenus aussi. Et certainement, si les retraités veulent mettre leur épargne en sécurité, ben, je peux vous assurer que ceux qui l'ont fait se frottent les mains, certainement ceux qui l'ont fait depuis 2020, 2021, 2022, 2023, se frottent les mains même 2024, parce que ben, leur épargne a bien gardé leur pouvoir d'achat. Alors, quelle était la pensée qui, somme toute, est très logique à court terme, mais qui a fait que des gens ont vendu en panique? Eh bien, voilà. Première étape, c'est donc ce que j'essaie d'expliquer maintenant, c'est vraiment la logique de pensée, c'est une logique de cause à effet. Il se passe ça c'est une cause qui va créer un effet, qui en même temps est une cause qui va créer un autre effet, qui est en même temps une troisième cause qui va créer un quatrième effet, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ben, première chose, c'est évidemment la guerre. La guerre a instantanément créé une hausse du prix du pétrole. D'accord? Aïe, 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 prix du pétrole. Mais les gens qui savent et qui réfléchissent un peu se disent, mais si le pétrole augmente, tous les prix vont augmenter. Parce que je rappelle que l'économie, ce n'est jamais que de l'énergie transformée. Donc ça veut dire que les entreprises qui produisent quelque chose vont payer leur énergie plus cher, donc vont comment dirais comment est-ce qu'on appelle ça, vont transformer, vont faire passer l'augmentation de prix dans le prix de leurs produits, donc le consommateur va acheter plus cher, donc l'inflation va augmenter. Et si l'inflation augmente, eh bien alors l'or va nécessairement augmenter aussi, parce que l'inflation c'est la hausse des prix. Pour compenser la hausse des prix, eh bien l'or est là, puisque l'or suit l'inflation et augmente en prix à peu près parallèlement à l'inflation. Donc c'était bien vu de la part des gens, où c'est un raisonnement qui se comprend parfaitement bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont commencé à acheter de l'or. Ils ont acheté de l'or, pourquoi? Parce qu'on verra que entre le 28 février et le 3 mars, le prix de l'or a effectivement grimpé. D'accord? Voilà. Donc ça a été un déclencheur de plus. Et je rappelle qu'il y a toujours ces algorithmes. Quand il y a beaucoup de gens qui achètent, ben, les algorithmes font que la plupart des gens se mettent à acheter. Parce que c'est une logique purement de, allez, je dirais quoi, des moutons, quoi. Le premier mouton fait un pas à droite, et ben tout le troupeau fait un pas à droite. Bon. Et donc, effectivement, si je reviens aux faits, le 3 mars 2026, la mort de Khamenei, le leader suprême de Turquie, de l'Iran, est confirmée. D'accord? Et donc les salles de marché se disent, ah bon, ben ça va, on a atteint notre objectif, la guerre est finie, on arrête là. Et donc en quelques minutes, qu'est-ce qu'on a vu? Le 3 mars, eh bien, c'est que le dollar s'est mis à grimper, que l'or aussi s'est mis à grimper, il est même monté à 5419 $, partant de 5300 et des poussières. L'argent a grimpé à 96,40%, et le pétrole a augmenté de 13%. Et donc, les spéculateurs ont parié sur l'inflation induite par le prix de l'énergie, donc sur une hausse de l'or. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que depuis, pas le 2, mais le 4 mars, l'or se met à baisser et continuer à baisser. Parce que les salles de marché se sont tout d'un coup rendu compte que ce n'est pas fini. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le dollar a continué à monter, le pétrole et l'énergie a augmenté de 40%, mais l'or et l'argent se sont cassés la figure, et les algorithmes ont évidemment accéléré ce phénomène de baisse de l'or, parce que tout le monde s'est mis à vendre. Et les spéculateurs qui avaient acheté de l'or à terme entre le 1er mars, enfin entre le 2 mars qui est le lundi, 2 mars, 3 mars, 4 mars, qui ont acheté à terme, se sont tout d'un coup rendus compte qu'ils avaient fait une énorme bêtise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire acheter à terme? Eh bien, quand j'achète à terme, ça veut dire que je parie sur la hausse de l'or, et je dis, voilà, je vous achète de l'or à un prix convenu aujourd'hui, mais je vais vous le payer dans un mois, par exemple. Un contrat à terme, c'est 110 onces d'or minimum. Donc 110 onces, avec une once à 5000 $, ça fait quand même 55 000 $. Et il y a eu à peu près 147 000 contrats
qui ont été conclus de cette façon-là. Donc ça commence à faire un sacré budget quand même. Bon, ben, tous ces gens ont été forcés de vendre à perte. Pourquoi? Parce que la très grande majorité de ces gens-là n'ont pas l'argent pour acheter l'or, pour acheter les 110 onces d'or. Ils empruntent sur le marché, donc ils achètent à crédit. Mais quand on achète à crédit, on doit déposer ce qu'on appelle une marge, c'est-à-dire on doit déposer un capital. Généralement, c'est 5% de la valeur du contrat qu'on doit déposer en garantie qu'on est capable d'acheter au moment de la liquidation du contrat. Mais comme la plupart n'ont pas été capables, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû tout vendre, et particulièrement d'abord leur contrat qu'ils ont dû liquider à perte. Et quand on liquide à perte, eh ben, on liquide des tas de trucs et on liquide aussi son or. Parce que les spéculateurs, bon, ils ont des réserves évidemment, et donc ils doivent liquider l'or, et ça a contribué à la baisse de l'or. En plus de ça, la Turquie a vendu 60 tonnes d'or en 2 semaines, donc vous voyez le carnage que ça a provoqué. En un mois de temps, l'or a dévissé de 18,28%. Voilà ce qui s'est passé, et la logique à court terme, on peut la comprendre, mais elle était erronée. Elle est erronée parce que c'est une pensée complètement émotionnelle. La guerre démarre, le prix du pétrole flambe, donc le dollar flambe, donc l'or en réalité descend, et donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, c'est la panique, et on vend en panique. Ça, c'est une pensée, ce qu'on appelle la pensée émotionnelle, et c'est pour ça que beaucoup de personnes et je voudrais saluer quand même les 95% ou 96% de personnes qui ne m'ont pas contacté et qui, me semble-t-il, n'ont pas véritablement paniqué. Ben, je voudrais les saluer parce que ils n'ont pas eu ce type de réaction émotionnelle comme l'ont eu les marchés, avec la conséquence que l'on sait, cette phénoménale baisse du prix de l'or que l'on a connue. Cette pensée émotionnelle, c'est une pensée à court terme. Je vais voir quelle heure il est. 27, ça va, je suis plus ou moins dans les temps. Donc, c'est une pensée à court terme. Ce que je vous propose, c'est que nous examinions ensemble une pensée à plus long terme et surtout les mécanismes structurels du prix de l'or. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je voudrais en profiter aussi, si je peux, de faire un cours un peu universitaire, si je puis le dire, ou scolaire, de à quoi faut-il faire attention quand on achète de l'or. Et c'est en même temps quelque chose que je vous invite à bien enregistrer, parce que c'est tout à fait évident qu'on est aujourd'hui au bord d'une énorme crise qui va faire que l'or va continuer à monter, ça je vous le dis déjà, mais cette montée ne va pas durer éternellement. Ça ne va pas continuer, l'or ne va pas continuer à grimper en prix tout le temps. Je rappelle une autre chose, c'est que l'or a de tout temps été une réserve de valeur, mais c'est surtout une réserve de pouvoir d'achat. Donc l'or n'a pas pour fonction première de vous rapporter des intérêts. La fonction de l'or, c'est de sauver le pouvoir d'achat de votre argent. Quand il y a de l'inflation, c'est-à-dire quand les prix montent, votre capital en or, exprimé dans cette même monnaie que les prix, monte aussi. Donc si vous vendez de l'or, vous pouvez être toujours capable d'acheter la même chose. Si le prix de l'or est ici et les prix sont ici, ben vous êtes capable d'acheter X. Si le prix de l'or est là et les prix de X sont là, vous êtes toujours capable d'acheter X. Autrement dit, l'or est le garant de votre pouvoir d'achat. Ça, c'est sa fonction première. Évidemment, l'or peut de temps en temps aller au-delà de l'inflation ou parfois en deçà de l'inflation, mais c'est généralement très modéré, et de cette façon-là, l'or a la capacité de maintenir votre pouvoir d'achat. Mais il n'a pas pour fonction première de vous faire gagner de l'argent. Soyons clairs par rapport à ça. D'accord? Donc ce que je voudrais expliquer maintenant, c'est quel est le mécanisme réel de la structure, de la composition du prix de l'or, pourquoi
comment l'or monte et qu'est-ce que l'or, etc. Mais surtout que vous gardiez cette information en tête, parce que plus tard, lorsque l'or se mettra à stabiliser, ben, vous allez reprendre ces mêmes éléments de structure pour décider est-ce que c'est le moment de vendre ou est-ce que c'est pas le moment de vendre. Donc j'essaie de vous enseigner à faire attention. À quoi dois-je faire attention le jour où je vais devoir vendre de l'or, ou je voudrais vendre de l'or. Donc, ce qui se passe, c'est que la très très grande majorité des gens qui travaillent, qui achètent de l'or, et les spéculateurs, ont une méconnaissance des mécanismes structurels à long terme du prix de l'or. Et donc, ils sont tous en train de dire, mais pourquoi est-ce que cet or a baissé? On ne comprend pas. Eh bien, c'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant. Et je vais commencer par la base. Depuis 1944, c'est-à-dire la conférence de Bretton Woods, il y a deux valeurs de réserve. Jusqu'en 1944, il n'y avait qu'une valeur de réserve, c'était l'or physique, pas l'or papier. Je ne parle jamais d'or papier dans mes conférences. Ce que je veux faire comprendre, c'est le lingot physique. Bon. En 1944, à la fin de la guerre, les Américains ont réuni tous les belligérants non nazis. On savait qu'on allait gagner la guerre, et donc par conséquent, les Américains, fidèles à leur habitude, ont entubé le reste du monde en disant quoi? Ben, c'est très simple. Nous avons financé la guerre. Vous nous devez beaucoup d'argent parce qu'on a beaucoup prêté à tous les pays européens. Et donc, vous avez mis chez nous votre or. On ne vous le rend pas parce que c'est plus ou moins dommage de guerre. Et donc, par conséquent, vous avez perdu votre or, mais ne vous inquiétez pas, braves gens, vous allez recevoir des dollars, et ce dollar, chaque fois que vous nous rendez un dollar, vous allez à la Fed, et avec ce dollar, vous pouvez le changer contre des lingots d'or. La plupart des pays n'ont jamais fait ça. Il n'y a qu'un seul pays qui a systématiquement changé ses dollars en or, c'est la France, avec monsieur le général Charles de Gaulle qui détestait les Américains et qui avait bien raison. Et de cette façon-là, le général de Gaulle a reconstitué la réserve d'or de la France, qui était quand même de 3800 tonnes d'or, c'est quand même pas rien. Bon, d'accord. Alors, quelle est la caractéristique de l'or? C'est que l'or n'a pas besoin de contrepartie. L'or existe en lui-même, c'est la valeur de réserve ultime. Mais l'or est un stupide métal qu'on met dans un coffre, et une fois qu'il est dans le coffre, il ne rapporte aucun intérêt. C'est exactement la même chose. Vous avez 10 000 euros en billets, vous les mettez sous votre matelas, ces 10 000 euros ne rapportent aucun intérêt. C'est de l'argent qui ne travaille pas pour vous. Et l'or ne travaille jamais parce que c'est pas un investissement, c'est juste une réserve de valeur. Il n'y a pas de contrepartie, mais la conséquence, c'est qu'il ne rapporte aucun intérêt. Et donc, en 1944, qu'ont dit les Américains? Ils ont dit, ne vous inquiétez pas, votre or, on va en échanger contre des dollars. Je ne vais pas rentrer dans toutes les technicités de Bretton Woods, mais vous allez avoir des dollars. Ce dollar, c'est aussi bon que de l'or, puisque vous allez pouvoir payer tout en dollars, et ce dollar est adossé à l'or qui est dans nos coffres. Donc le dollar avait une contrepartie, c'était l'or qui était dans les coffres des États-Unis. Et quand on dit le dollar, évidemment, quand je dis le dollar en macroéconomie comme on est maintenant, on ne parle pas vraiment du billet, on parle des obligations de l'État américain, particulièrement les obligations à 10 ans qui s'appellent les T-Notes, d'accord? Eh bien, ces T-Notes rapportent des intérêts. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que si je vends aux États-Unis, je suis payé en dollars, et si je mets ces dollars dans des obligations américaines, en plus, ces dollars commencent à me rapporter des intérêts de l'ordre de 2, 3, 4%. Et ça, c'est plus intéressant que l'or, puisque l'or ne rapporte pas d'intérêt, tandis qu'une obligation américaine me rapporte des intérêts. Et donc, les pays ont massivement commencé à constituer des réserves de dollars et transformer ces dollars en T-notes, en obligations à 10 ans, qui rapportaient des intérêts. Et de cette façon-là, les États
avaient quand même un revenu de leur argent. Donc, somme toute, pendant un certain temps, ça a bien marché, sauf que, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout le commerce international a commencé à être payé pratiquement exclusivement en dollars. Je rappelle qu'il y a encore 10 ans d'ici, même 15 ans, 87% du commerce international était exclusivement payé en dollars. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 50%. Mais l'énergie, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, sont majoritairement encore payés en dollars. Il y a quelques exceptions, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui accepte de vendre à la Chine du pétrole contre des yuan, mais c'est relativement marginal dans les histoires du monde et dans le commerce mondial. Donc, ces deux valeurs de réserve, c'est important. Et ces deux valeurs de réserve ont toujours été en compétition l'une avec l'autre. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Regardez. Imaginons, donc on reprend ce qui se passe maintenant, donc la guerre en Iran. La guerre en Iran entraîne instantanément un effet qui s'appelle la hausse du pétrole. Donc vous voyez ici les courbes du pétrole sur plusieurs jours, et là, hop, tout d'un coup, vous voyez la hausse phénoménale du pétrole qui augmente je vous dis, de 43%, ou de combien c'est enfin en un jour, c'était... Je crois que sur la durée du 1 au 23 mars, ça a été pas loin de 40% d'augmentation du prix du pétrole. Mais qui dit augmentation du prix du pétrole dit aussi augmentation de l'inflation. Et qui dit augmentation de l'inflation dit automatiquement augmentation de la dette des États-Unis, qui doit financer des choses qui coûtent plus cher. Donc automatiquement, les États-Unis vont augmenter leur dette. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a observé très 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 rapidement? Eh bien, c'est qu'il n'a pas fallu 10 jours entre le début de la guerre et le fait que les obligations américaines à 10 ans ont augmenté de rendement de 0,425%. 0,4%, ça ne paraît pas énorme, d'accord? Mais faites les calculs vous-même. 0,425% sur 39 000 milliards de dollars, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire 120 milliards d'intérêts à payer en plus. Et donc, vous comprenez bien qu'à partir du moment où les investisseurs savent que l'obligation américaine rapporte 0,425 en plus de ce que ça rapporte déjà, puisque je rappelle que les obligations, les T-notes américains étaient à peu près à 3,25%, eh bien, ajouter 0,425 à 3,25, on est à 3,65 ou 3,70% d'intérêt, alors que l'or ne rapporte rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est évidemment que les investisseurs se ruent sur l'obligation américaine. Pourquoi ils se ruent là-dessus? Parce que tout le monde sait bien que les États-Unis ne vont jamais faire faillite. Ils peuvent faire défaut, mais ils ne vont pas faire faillite. Un pays ne fait jamais faillite, d'accord? La Grèce a fait défaut, mais elle n'a pas fait faillite. La Grèce existe toujours. C'est pas comme une entreprise, quand elle fait faillite, elle disparaît de la surface de la Terre parce qu'elle est détricotée. Mais un pays, pas. Donc, par conséquent, les investisseurs considèrent qu'une obligation qui rapporte 3,65, ça vaut beaucoup mieux que de l'or qui rapporte rien du tout. Et donc, du coup, le prix de l'or et de l'argent ont baissé. Non pas à cause de l'inflation, mais à cause de la hausse du taux sur la dette américaine, qui est la contrepartie, la réserve de valeur à côté de l'or. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici, si je reviens à ma planche précédente? Eh bien, on voit que quand le dollar, c'est-à-dire l'obligation américaine, commence à rapporter des intérêts intéressants, automatiquement, les investisseurs institutionnels, ceux qui manient des milliards et des milliards, eh bien, vont préférer mettre leur argent dans des obligations américaines qui leur rapportent quelque chose, plutôt que de le mettre dans quelque chose qui ne rapporte rien, à savoir de l'or. Et c'est pour ça que quand on dit toujours quand le dollar monte, l'or baisse, et quand le dollar baisse, l'or monte. C'est tout simple que ça. Et
ça a été induit, évidemment, par la guerre qui a entraîné la hausse du pétrole, qui a entraîné une hausse du taux de la dette américaine. Et donc, je répète ce que je viens de dire. Pourquoi plus 0,425%? Ben, la hausse du coût de l'énergie, c'est la cause qui entraîne un effet qui s'appelle la hausse de l'inflation. La hausse de l'inflation est l'effet qui entraîne une cause qui s'appelle le taux directeur du crédit qui se maintient ou qui augmente. En l'occurrence, le 18 janvier, la Fed a décidé de maintenir son taux alors que le marché espérait une baisse du taux. Eh bien, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait augmenter la valeur perçue de l'obligation. Donc les gens ont plutôt été investir leur argent dans les obligations que de l'investir dans de l'or. Quand le taux directeur est stable ou en hausse, eh bien, ça entraîne comme effet plus d'intérêts exigés sur la dette US. Et quand le rendement obligataire augmente, eh bien, ça fait baisser le prix de l'or. Donc c'est une cascade de cause à effet. Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez bien cette cascade, c'est de la logique implacable. Et donc, voilà. Donc il faut comprendre que la hausse des rendements obligataires, donc la hausse des taux sur surtout les obligations de référence américaines qui sont les obligations à 10 ans, d'accord, c'est le facteur mécanique le plus puissant de baisse des cours de l'or et de l'argent dans le système financier actuel. Peut-être que ça va changer, je l'espère, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est tout à fait comme ça. Parce qu'il y a deux valeurs de réserve qui se combattent. L'une rapporte des intérêts et l'autre ne rapporte pas d'intérêts. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, c'est de suivre quelle est la valeur du dollar. Et là, il suffit que vous alliez sur Internet, vous tapez DXY, hein, ça fait le dollar index. Qu'est-ce que c'est que l'indice du dollar? Eh bien, c'est quelque chose qui a été créé en 1973, au moment où le dollar a cessé d'être convertible en or. Je rappelle que M. Nixon, en août 1973, a dit, contrairement à ce qui avait été décidé à Bretton Woods, non, le dollar n'est plus convertible en or. Et donc, à partir de ce moment-là, l'or est devenu ce qu'on appelle une relique barbare, c'était comme ça que ça avait été dit, et l'or est en train de se venger aujourd'hui. Et donc, le dollar index mesure en fait la force du dollar comparé à un panier de 6 autres monnaies. Et quelles sont ces monnaies? Eh bien, le franc suisse, pour une partie qui vaut 3,6% du panier, la couronne suédoise qui vaut 4,2% dans la valeur du panier, le dollar canadien qui vaut 9,1%, la livre sterling qui vaut 11,9%, le yen japonais qui est bon pour 13,6%, et l'euro qui prend à son compte 57,6% de ce panier. Donc, tous ces trucs-là, tous ces pays ensemble, ou cette proportion, d'accord, ça donne un prix moyen, et le prix du dollar est comparé à cela. Donc, si le dollar est égal à 100, eh bien, ça dit quelque chose. Si le dollar est à 105 ou 110 ou à 95, eh bien, ça donne quelque chose. Eh bien, effectivement, si on est par exemple à un niveau 95, et ça bouge tout le temps, hein, donc vous pouvez voir ça sur Internet, vous cherchez dollar index, et vous avez un graphique qui montre l'évolution du dollar par rapport à ce panier des 6 monnaies. D'accord? Eh bien, si le DXY est à 95, on considère que le dollar est faible, puisqu'il va diminuer de 5% par rapport à sa base. Et donc, qu'est-ce qui se passe instantanément quand le dollar est faible? Les matières premières, l'or et le pétrole en particulier, montent. Les actions émergentes, c'est-à-dire les actions de pays émergents et de nouvelles actions, sont favorisées. Et évidemment, la valeur de l'euro par rapport au dollar grimpe aussi. Si on est à un niveau 100, c'est-à-dire le niveau de base, la référence, eh bien, on est dans ce qu'on appelle la zone d'équilibre psychologique. Ça veut strictement rien dire, mais ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le marché des changes. Par contre, si le niveau est à 105, là, on est à un dollar très fort, c'est-à-dire il est à 5% au-dessus de son niveau de base. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les matières premières vont baisser,
les actions US vont être soutenues, c'est-à-dire favorisées, et évidemment, l'euro va baisser relativement au dollar. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, intéressant dans ce DXY, c'est qu'il y a toujours l'énergie. Pourquoi? Parce que tous ces pays sont des grands consommateurs d'énergie, et le prix de l'énergie a instantanément un effet sur la valeur de leur monnaie. Tout à fait. Donc si le prix de l'énergie grimpe, ben, le dollar monte, et les monnaies des économies, surtout ici en Europe anémiques, baissent par rapport au dollar. Donc le prix de l'or baisse parce que les investisseurs lui préfèrent le dollar, c'est-à-dire les T-notes et les T-bills. Les T-bills, ce sont les obligations à court terme, de quelques semaines à 2 ans, et les T-notes, c'est de 2 ans à 10 ans, ce sont les valeurs de référence. Donc, suivre le DXY, c'est intéressant, parce que ça nous permet de savoir, tiens, comment est la tendance. Alors, évidemment, il ne faut pas regarder la variation au jour le jour, parce que ça a relativement peu d'impact, mais c'est suivre les tendances longues. Donc, mettez un graphique sur 5 ans, sur 10 ans, et vous voyez bien les tendances lourdes, comme ça s'appelle, qui indiquent, tiens, est-ce que j'ai plutôt intérêt à vendre de l'or, ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à acheter de l'or? Je rappelle donc les éléments du mécanisme à long terme. Il y a 4 aspects très importants. Premier aspect, c'est le prix de l'énergie. Bon, j'ai mis les pompes à essence, mais c'est le prix de l'énergie. D'accord? Deuxième élément du mécanisme, c'est l'inflation, le taux d'inflation. Troisième élément du mécanisme, c'est évidemment la dette américaine et l'importance de la dette américaine, la vitesse à laquelle cette dette augmente ou diminue. Et enfin, quatrième élément de l'équation, c'est le taux d'intérêt, donc le taux directeur de la Fed, qui dirige, si vous voulez, la vitesse à laquelle l'économie évolue. Si le taux d'intérêt est faible, ben, ça permet aux entreprises d'avoir des crédits bon marché, donc d'accélérer leur développement. Si le taux directeur du crédit est fort, ça va diminuer la vitesse de progression des entreprises, ça va ralentir l'économie. D'accord? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les économies et toutes les entreprises ont des crédits, parce que sans ça, on ne peut pas travailler aujourd'hui avec rien que du capital propre. Tout le monde a du crédit, et donc l'économie vit sur du crédit, bien évidemment. Et donc, ici, je vais citer quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Ray Dalio. Ray Dalio, je signale, est quelqu'un qui a créé de toutes pièces un fonds qui est le plus grand fonds d'investissement américain aujourd'hui, qui ne représente que 1500 milliards de dollars de biens gérés pour ses clients. Donc c'est quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle et qui a toujours étudié, depuis plus de 50 ans, étudié les cycles économiques et ce qui se passe dans les cycles économiques. C'est quelqu'un qui est vraiment extraordinairement intéressant à suivre et à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Donc ici, je cite Ray Dalio. Il dit, le prix de l'or à court terme dépend de quoi? Ben, dépend des rendements réels des obligations, donc des T-notes à 10 ans, par rapport à l'inflation. Si j'ai une inflation de 3% et mon T-note ne donne que 3,25% d'intérêt, mon rendement réel est de 0,25%. Si j'ai une inflation à 2% ou à 0% et j'ai des obligations qui me donnent du 2,25%, j'ai un rendement réel de 2,20% ou 2%. Et là, ça devient intéressant. D'accord? Donc, examiner quelle est l'inflation aux États-Unis et quel est le taux moyen directeur, le taux des obligations à 10 ans. 2, l'indice du dollar, le dollar index. Est-ce qu'il est à 100, au-dessus de 100 ou en dessous de 100? Et enfin, évidemment, le niveau de positionnement, ça c'est un peu plus compliqué. Il faut aller sur le site du COMEX, CME, Chicago Metal Exchange. Je sais plus, c'est merchandise, je sais plus. Mais le COMEX, c'est donc la bourse des contrats à terme qui se situe à New York et qui vous permet de savoir semaine après semaine, tiens, est-ce qu'on a acheté sur l'or, l'argent, le pétrole, de toutes sortes de choses,
est-ce qu'on achète plutôt long ou est-ce qu'on achète plutôt court? Long, ça veut dire qu'on achète à terme parce qu'on prévoit que le marché va monter. Et court, ça veut dire qu'on baisse, on vend à terme parce qu'on prévoit plutôt que le marché va baisser. Et donc, le positionnement net long-court, c'est est-ce qu'il y a plus de contrats longs que de contrats courts? Comment est-ce que ça s'articule? Et ça, c'est très très intéressant à comprendre parce que ça donne une tendance qui va influencer le prix à court terme de l'or. Par contre, le prix à long terme, et ici je fais une parenthèse, pourquoi est-ce que moi je privilégie le prix à long terme? Parce que j'ai toujours dit à toutes les personnes qui me posent des questions, pour moi, l'or est une réserve de valeur de votre épargne. Ce n'est pas un produit de spéculation. Si vous mettez l'épargne que vous avez durement mis de côté à travers toute une vie de labeur, vous avez créé une épargne de X milliers ou de centaines d'euros, vous ne voulez pas que cette épargne disparaisse. Et en plus, cette épargne, c'est ce que vous gardez pour le cas où, ou pour vos vieux jours, ou peu importe quelle soit la raison, mais généralement, c'est de l'argent auquel vous ne touchez pas sur du long terme. Donc, par conséquent, il est beaucoup plus intéressant d'observer quels sont les facteurs qui déterminent le prix de l'or à long terme que quels sont les facteurs qui définissent le prix de l'or à court terme. Et ça, c'est pour moi beaucoup, beaucoup plus important. Et là, c'est beaucoup plus simple aussi de vérifier parce qu'on travaille sur des variables à long terme. Donc, la première, pour lui, premier élément à vérifier, c'est comment est-ce que les États-Unis, je rappelle exclusivement les États-Unis parce que les États-Unis, c'est la valeur de réserve à l'opposé de l'or, donc comment est-ce qu'ils gèrent leur dette? Est-ce que la dette augmente plus vite qu'avant ou elle diminue plus que... Donc elle réduit son augmentation. Ça, c'est quand même important. Aujourd'hui, la dette américaine, c'est 39 000 milliards, donc 39 trilliards de dollars, et plus de 1030 milliards d'intérêts à payer. C'est quand même gigantesque. Bon. Deux, dans cette dette, quel est le pourcentage de roulement de la dette? Parce qu'un pays ne rembourse jamais ses obligations. Ce qu'elle fait, c'est que quand une obligation arrive à maturité, eh bien, ils prennent un autre emprunt qui va rembourser le premier, et puis ces autres emprunts, ils vont payer un certain taux d'intérêt. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les États-Unis avaient des emprunts, des obligations à 10 ans qui étaient de l'ordre de 0,25 à 0,50%. Eh bien maintenant, ils doivent payer plus que 4% d'intérêt, ils sont à 4,25, 4,75% d'intérêt sur les nouvelles obligations. Donc vous comprenez bien que c'est quand même important de savoir, tiens, quel est le pourcentage de cette dette qui doit être renouvelée et de savoir quel est le taux d'intérêt qu'ils vont devoir payer. Donc le roulement de la dette, c'est un élément très important. Le troisième, c'est le rendement de la dette. Et là, Ray Dalio nous dit, voilà pour moi les marqueurs importants. Il dit, si les obligations américaines sont vendues à du 85% d'intérêt ou plus, eh bien, vous allez voir que les investisseurs vont vendre leur or pour acheter des obligations américaines. Maintenant, c'est à pondérer parce qu'il faut voir quel est le taux d'inflation. Si le taux d'inflation est de 4,25%, évidemment, le rendement est de 0 et pas de 4,25. Donc, c'est à pondérer avec la gestion de l'inflation, bien évidemment. Mais si on est à du 4,25 avec un taux d'inflation de 2,25%, eh bien, c'est clair qu'à ce moment-là, l'obligation rapporte du 2,25%, et donc, par conséquent, les gens vont se ruer dessus et vont vendre leur or pour acheter quelque chose qui rapporte des intérêts. Je rappelle, l'or ne rapporte pas d'intérêt. Si le taux d'intérêt est de 3,50% au plus bas, eh bien, en général, ce que font les investisseurs, c'est qu'ils vendent leurs obligations et rentrent dans de l'or. Pourquoi? Parce qu'à 3,50%, en général, eh bien, on frise l'inflation, donc ça ne rapporte pas grand-chose, ça ne vaut pas la peine. Et si jamais l'inflation augmente, eh bien, on va encore perdre de l'argent, donc on préfère mettre son argent dans de l'or. Donc, à du 3,50%, généralement, ce qu'il a observé, c'est que les institutionnels commencent à vendre leur or, alors qu'à 4,25%,
ils achètent de l'or. Alors, entre les deux, il y a 0,75% de battement. Ça, c'est à chacun de décider en fonction de sa situation personnelle, bien évidemment. Enfin, la crédibilité du système monétaire, parce qu'en fait, le dollar index, ça donne en fait la crédibilité du système monétaire. Eh bien, le dollar index est intéressant, parce que si le DXY est supérieur à 100, ben en général, qu'est-ce qu'on pense? On vend de l'or pour acheter de la dette américaine. Et si le DXY est en dessous de 97, eh bien, on achète de l'or parce qu'on n'a plus confiance dans le dollar. Aujourd'hui, le dollar frise les 100, il n'est pas tout à fait à 100, mais il est déjà en train de redescendre. Et enfin, dernier élément important, c'est le rythme d'accumulation d'or par les banques centrales. Là aussi, toutes ces statistiques sont disponibles sur Internet. Donc, tous ces critères-là, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur Internet et de poser les questions à l'intelligence artificielle, ChatGPT, Grok chez X ou autre Claude. Il y a plein d'intelligences artificielles. Vous pouvez poser ce type de questions. Vous avez tous les résultats et vous pouvez prendre une décision. Tiens, est-ce que je garde mon or ou est-ce que je vends mon or ou qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc en fait, il y a 3 chiffres essentiels à surveiller. Le dollar index, le rendement des obligations américaines et les achats par les banques centrales. Avec ces 3 éléments, vous avez 3 éléments très clairs devant vous qui vous permettent de définir, eh bien, c'est bien de garder l'or, c'est le moment d'en acheter ou c'est le moment d'en vendre un petit peu. Voilà. Avec toutefois toujours cette recommandation de tout le monde, c'est dans votre portefeuille, un portefeuille équilibré comprend entre 5 et 25% d'or physique, toujours parce que c'est l'élément de sécurité qui compense toujours les chocs inflationnistes. Alors, quelle est la situation d'aujourd'hui? Si on reprend tous ces critères, eh bien, c'est que la dette US est de 39 000 milliards. La gestion de la dette, elle est en augmentation de 8% par an. Donc, c'est assuré que l'inflation va exploser aux États-Unis. Le roulement de la dette, 9 000 milliards sur 39 000 milliards en 2026, soit 23,08% de la dette, va passer d'un taux d'intérêt en dessous de 1 à un taux d'intérêt supérieur à 4%. Donc vous vous rendez bien compte, ça va être une explosion des intérêts à payer, donc une explosion de l'inflation aussi. Hein. Un rendement de dette qui est en hausse de 0,425%. D'accord? Donc plus 13,32%, c'est quand même énorme. Ça fait beaucoup d'inflation, ça fait quand même pas mal de milliards à payer en plus. Et le dollar index était au 2 avril 2026 à 80. Ça ne peut pas être le 2 avril. Nous sommes le 1er ou le 2 aujourd'hui, au fait? Je ne me souviens plus. On est le 1er. Hein? Ben, au 1er avril, pardon, 2026. 99,87. Donc vraiment à la limite de 100. Mais ce n'est pas au-dessus. Voilà. Et curieusement, les banques centrales, même si elles ont reporté leurs achats, n'ont pas du tout annoncé de baisse de leur intention d'achat sur l'année. Donc on est toujours à une intention de 850 tonnes d'or achetées par les banques centrales. La banque indienne, la banque polonaise, ce ne sera probablement pas le cas, mais la banque turque, si le prix de l'énergie se stabilise ou descend un petit peu, la Turquie pourrait très très bien reprendre ses achats. L'Inde et la Chine, certainement. La Russie va continuer évidemment à acheter. Et ça, ce sont les premiers pays. Mais il y a plein d'autres pays qui achètent aussi de l'or. Les seuls qui n'en achètent pas, c'est les États-Unis. Bon, voilà. Alors, ce que j'ai fait pour vous, c'est que j'ai été chercher aussi les prévisions du cours de l'or en dollars US par les grandes banques, les plus grandes banques du monde, et vérifier aussi est-ce qu'il y a dans ces prévisions, est-ce qu'il y a eu des changements ou pas. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que JP Morgan, j'ai pris les cours annoncés par JP Morgan en janvier, donc avant, au moment de la pique, au moment de la hausse vertigineuse des prix de l'or et de l'argent, et j'ai repris les mêmes prédictions aujourd'hui, parce que tous les jours, ces banques donnent des indications. Eh bien, ça n'a pas changé. Ça n'a absolument pas changé. Même mieux, JP Morgan est passé de 6 000 à 6 300 euros
pour la fin de l'année 2026, dollars pour la fin 2026. Je rappelle que l'or est aujourd'hui à 4400 et quelques dollars l'once. Eh bien, il prévoit 6300 dollars avec potentiellement arriver jusqu'à 8000 dollars pour la fin de l'année 2026. Et pour l'argent, je rappelle qu'on est à 77 ou 74 dollars l'once. Eh bien, il prévoit une once à 100, voire 120 dollars oui, je dis bien dollars l'once. La Deutsche Bank a maintenu sa prévision à 6000 dollars pour l'or, mais par contre a augmenté sa prévision, sa prévision était à 100 dollars en début d'année et maintenant elle me dit entre 135 et 300 dollars pour l'once d'argent en fin d'année. La Bank of America, BOA, maintient son taux à 6000 dollars, a augmenté sa prévision pour l'argent de 100 à 150. La Citigroup, pareil, 6000 et 150. Et UBS, 6200 et plus 100 à 120 dollars l'once d'argent pour la fin de l'année. Donc j'ai mis en vert le cours d'aujourd'hui, 4734 dollars, et pour l'argent, 74,87. Donc on peut s'attendre à une augmentation de près de 50% du prix de l'or pour la fin de l'année, et entre 40 et presque 100% d'augmentation pour l'argent pour la fin de l'année. Alors l'argent est beaucoup plus volatile que l'or, et donc personnellement, si j'achetais de l'or aujourd'hui, si j'achetais des métaux précieux aujourd'hui, je ferais 2 tiers or et 1 tiers argent, mais pas beaucoup plus, même si l'argent va monter plus fort, mais c'est beaucoup plus spéculatif. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand le marché va accepter que le prix du baril de pétrole lié à la guerre, lié aux destructions des infrastructures pétrolières et gazières, qui sont terriblement détruites, et aujourd'hui encore, l'Iran vient d'attaquer la plus grande installation gazière du monde au Qatar, et donc par conséquent, là aussi, il va y avoir des problèmes énormes. Et je signale qu'on ne répare pas une raffinerie ou des installations de stockage en 24 heures. Ça prend des mois et des mois et des mois. Donc par conséquent, le marché devra accepter que le prix du pétrole va rester très cher pendant très longtemps. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, automatiquement, ça va faire grimper la dette et ça va faire grimper l'inflation. Et maintenant, les banques se trouvent devant, et les banques centrales devant, un problème insurmontable. Pourquoi? Parce que si les banques haussent les taux de crédit, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec un pétrole très cher et une hausse des taux, c'est-à-dire une réduction de l'inflation, ben ça va créer instantanément une récession. Et donc, ça veut dire que les bourses vont chuter de façon énorme. Par contre, si, malgré cette situation, les banques centrales vont baisser les taux, qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire? C'est de faire fonctionner la planche à billets à un rythme super accéléré. Donc, ils vont créer une inflation de tous les diables et un dollar qui va se casser la gueule. Et dans les deux cas, c'est bon pour l'or. Dans un cas comme un autre. C'est la situation la pire qu'on puisse imaginer en économie. C'est ce qu'on appelle la stagflation, une inflation très forte et une économie en berne et en stagnante, voire descendante. Donc ça, c'est véritablement, on est droit dedans. Et aujourd'hui, la BCE est en train de se arracher les cheveux pour savoir, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que la stagflation, c'est littéralement devoir choisir entre la peste et le choléra. Je reprends. Si la hausse de l'énergie, du prix de l'énergie, s'il y a une hausse du prix de l'énergie, il y a donc automatiquement un risque d'inflation beaucoup plus important, et donc une hausse des prix. Et aussi une hausse des taux de la dette US. Donc ça veut dire que la Fed sera obligée d'intervenir par la hausse du taux directeur des crédits, ce qui va évidemment créer une stagnation de l'économie couplée à des prix d'énergie catastrophiquement chers. Donc vous vous rendez bien compte que c'est à peine tenable. Par contre, si la Fed ne hausse pas les taux, ben, l'augmentation va augmenter de façon spécifique énorme. La planche à billets va devoir travailler à crever.
Et donc le dollar va se casser la figure. Même si, et en plus, je signale que les rapports, donc ce que les obligations américaines vont rapporter, vont chuter en dessous de 3,50%. Et si c'est en dessous de 3,50%, vous avez vu, Ray Dalio dit, en dessous de 350%, l'or est parti vers la hausse. Et donc, c'est une importante hausse des prix, avec une baisse des rendements obligataires, une dédollarisation accélérée, mais surtout un énorme mécontentement des Américains qui ne supportent pas que les prix continuent à monter. Et donc c'est un risque politique majeur au sein des États-Unis. Donc c'est véritablement, et Trump et la Banque centrale sont pris entre deux feux dans cette stagflation, ils sont pris entre la peste et le choléra. J'espère que ce que je vous explique, c'est compréhensible. Si ce n'est pas, je vous invite vraiment à reprendre le replay, parce que ceci, c'est absolument capital. Donc, conclusion, nous allons entrer, les États-Unis comme l'Europe, et l'Europe encore plus rapidement que les États-Unis, en période de stagflation. Donc, mettez votre épargne à l'abri, et certainement pas dans des titres en euros, donc pas d'obligations en euros, pas dans des SCPI, pas dans des PEL, des CEL, des trucs, des livrets A. Tout ça, c'est condamné à diminuer de valeur, et surtout, jamais, ça ne vous permettra de récupérer votre pouvoir d'achat de votre épargne, uniquement dans du tangible. C'est pour ça que j'ai mis la petite photo avec la main qui tient des lingots d'or. Du tangible, c'est ce qu'on a dans la main, quoi. De l'or, de l'argent, des œuvres d'art, des maisons, des terrains, du vieux whisky, ça m'est égal, mais quelque chose de tangible qu'on peut toucher. Ça, c'est très, 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 très important. J'aimerais en même temps, je sais que je suis un oiseau de mauvaise augure, mais je vous jure que ça vaut la peine de regarder. Prenez note faites une photo de cet écran, et prenez note de ce lien ici, voilà. Vous allez sur YouTube et vous tapez les greniers de l'Écho, le grenier de l'Écho. Cette fois-ci, M. Charles Sana, économiste de renom, plutôt de gauche, qui a été interviewé de nombreuses fois et qui a fait un formidable travail de décodage. Tiens, il a calculé quelle serait l'inflation d'ici à peu près septembre de cette année-ci. On est à 12,5% minimum. Minimum 12,5%. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que si vous avez 100 euros et vous les laissez en euros, votre pouvoir d'achat l'année prochaine sera de 87,5%. Votre pouvoir d'achat de l'année d'après ne sera plus que de 65%. Le pouvoir d'achat de l'année d'après ne sera plus qu'à 30%. Et le pouvoir d'achat de l'année d'après sera zéro. Donc en 4 ans ou 5 ans, vous aurez perdu la totalité de votre pouvoir d'achat. Voilà ce que c'est qu'une inflation à 12,5%. Vous imaginez ce que c'est que pour les Turcs à 37%? Vous imaginez ce que c'est que pour les Argentins qui avaient 100% en 1983? C'était hallucinant. Bon, donc 12%, ça veut dire évidemment des pénuries, parce que ça veut dire que à partir du moment où une inflation de 12%, une énergie qui est atrocement chère, eh bien le nombre de faillites en France va exploser. On a prévu 60 000 faillites. Je vous suis certain que si on a 12,5%, le nombre de faillites françaises va dépasser les 100 000. C'est sûr et certain. Donc il faut faire attention à ça, et ça veut dire que s'il y a des entreprises qui vont faillir, eh bien, il y a des produits qui vont manquer. Et il fait il décortique dans son live, là, il décortique tout ce qui risque de se passer. C'est très intéressant à vérifier, parce que ça vous permet de vous préparer. Un homme averti en vaut deux. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Elle est tout à fait intéressante. Et deuxième chose, parce que crise économique en vue, Marc Touati, on peut penser ce qu'on veut de Marc Touati, mais c'est un brillant bonhomme dans la mesure où on ne peut jamais le prendre en défaut parce qu'il ne travaille qu'avec des données officielles de l'INSEE. Donc il n'y a pas plus, il n'y a personne qui peut le contrôler. Et pourtant, son compte a été gelé par l'État français parce que justement il raconte la vérité. Et donc il faut faire attention. La crise économique et financière de 2006 sera pire que celle de 2008-2009.
moi je vous le dis depuis 2 ans, on va droit dans le mur et maintenant ça s'accélère. Eh bien, la semaine prochaine, dans 15 jours, il y a de très très fortes chances que je vienne avec des nouvelles par rapport au shadow banking, donc la banque de l'ombre qui est en train de craquer, c'est même plus se fissurer, c'est des morceaux entiers de murs qui tombent là pour l'instant, aux États-Unis comme en Europe. Ce n'est pas encore visible par les banques, mais dès que ces sociétés ne pourront plus tenir le coup, les banques vont traquer parce que les banques sont les garantes de ces sociétés, des banques de l'ombre. Donc faites attention, regardez cette vidéo, elle est vraiment très 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 intéressante. Voilà, donc mettez votre argent de côté, mettez-le dans du tangible. Sachez seulement une chose, c'est qu'il est tout à fait certain maintenant que l'or va remonter. Eh bien, depuis le 23 mars, il est passé des 4397 à 4700, ça fait à peu près 350 euros, 360 euros d'augmentation, 340 euros d'augmentation en quoi? En 15 jours, même pas. Et ça va continuer. Peut-être qu'il y aura un petit flottement tant que le dollar est fort et que les taux d'obligations américaines restent fortes, mais si l'inflation gagne, ce qui a de très très fortes chances de se passer, à cause des prix du pétrole, eh bien, tout le château de cartes va s'effondrer, et là vous allez voir que le prix de l'or va monter à des hauteurs absolument vertigineuses. Donc si vous avez de l'or, gardez-le, surtout, surtout ne vendez pas. À fin d'année, vous me remercierez, je crois. Et si vous avez de l'argent, pareil. Et si vous n'en avez pas, eh bien, le prix est encore tout à fait acceptable. Regardez, 4000, oups, pardon, oui, voilà. 4000, je vais reprendre là, 4737 par rapport à 5400, hein, ça fait 700 euros d'augmentation. Par rapport à ça, c'est déjà presque, allez, c'est 20% d'augmentation, et on va aller bien au-delà. Donc, je suis certain que ceux qui ont de l'or vont bien se frotter les mains, mais attention, c'est aussi lié à l'inflation. Donc, ça ne veut pas dire que votre pouvoir d'achat va augmenter d'autant, mais en tout cas, vous serez bien protégé, et probablement même plus protégé que l'inflation. Et pour l'argent, strictement pareil, 75,11 par rapport à 117,59 qui était le plus haut, donc ça veut dire à peu près 30 euros, donc c'est 50% d'augmentation aussi, voire beaucoup plus, puisqu'on parle d'aller à 135, peut-être 150 euros pour l'argent. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. Je sais que j'ai de nouveau dépassé mon temps de 12 minutes, désolé. Donc je tiens à dire aussi que tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas du tout un conseil d'investissement, c'est juste de l'information, d'accord? Mais par contre, si vous voulez avoir une conversation plus approfondie avec moi, eh bien c'est relativement simple. Il faut simplement que je retrouve mes bannières ici. Voilà. Hop, vous allez sur f.or2p@pm.me. Donc ça c'est mon mail et je suis tout à fait prêt à discuter avec vous à propos de ce que vous souhaitez par rapport au sujet de ce soir. Et bien évidemment, je vous remercie et je vous donne rendez-vous le 23 le 23 avril, pardon. Je vous donne le 23 avril, je vous donne rendez-vous pour un autre Alliance Eco, le numéro 59. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée ou fin de soirée. À dans 15 jours. Au revoir.